la première fois dans l'histoire du monde qu'un chef d'État élu, démocratiquement élu d'un pays souverain, est kidnappé par les forces spéciales d'un autre État souverain. Le président Aristide m'a dit qu'il avait été forcé de quitter sa maison, qu'il avait été en quelque sorte kidnappé. Ils lui ont dit que s'il ne partait pas, il serait tué et que beaucoup d'autres Haïtiens mourraient. C'est dans sa petite et riche paroisse de Jacmel que nous avons retrouvé le père Guire Poulard. Il reste un observateur averti de la rapide montée du jeune Titide, comme certains de ses fidèles aimaient l'appeler. Après plus de 20 ans de dictature et du valliériste, la population haïtienne aspirait à autre chose. Moi, je sentais en lui un homme qui était animé pas seulement de bonne volonté, mais qui était pris, on dirait, par les problèmes de son peuple. Il trouve la plupart de son inspiration en écoutant les paroissiens très pauvres, les gens vivant dans des bidonvilles, les enfants domestiques, les mères de famille sans emploi stable. C'est au cœur même de son sacerdoce. Qu'il commence à ne pas avoir pitié de nous, mais à reconnaître le droit que nous avons, droit de récupérer un peu de ce qu'ils ont volé. À cause de ces réprimandes aux grandes puissances, le petit père des pauvres attire les regards de la communauté internationale. John Chatook, ancien assistant du secrétaire d'État pour les droits de l'homme dans l'administration Clinton, a été parmi les premiers à comprendre le succès d'Aristide. Aristide représentait un mouvement de réforme populaire et je pense qu'il essayait sincèrement pour la première fois de l'histoire, ou du moins de l'histoire contemporaine, d'être la voix de ceux qui n'avaient pas le droit à la parole, d'être la voix d'un peuple qui malheureusement n'avait aucune forme de soutien, constamment victime d'une élite corrompue et d'un régime militaire. Refusant de se laisser intimider par plusieurs tentatives d'assassinat et l'incendie de sa paroisse, le père Aristide décide de se porter candidat au présidentiel. Le prêtre défroqué s'invite en candidat surprise à une élection qui s'annonce confuse. Il baptise son mouvement Lavalas, l'avalanche du peuple en créole. Même tête mon sayo, ouais grand pile gros bourgeois, en pile Depuis sa paroisse, Aristide dérange l'élite bourgeoise, mais en candidat président, il devient carrément dangereux. À New York, nous avons rencontré l'un des plus proches et fidèles amis d'Aristide, l'acteur américain Danny Glover. To raise the minimum wage just slightly, which was Le président Aristide essayait d'augmenter légèrement le salaire minimum, d'apporter des services médicaux sur l'île qui disposent de services inadéquats, alors que c'est l'un des pays de la région les plus touchés par le HIV et le sida. C'est la moindre des choses à faire pour les gens si vous les considérez comme des êtres humains. À l'époque, les États-Unis avaient déjà investi des millions de dollars pour soutenir la campagne de Marc Bazin, un ancien de la Banque mondiale plus conforme aux intérêts américains. Mais cela ne suffira pas à empêcher le triomphe de Jean-Bertrand Aristide. Le 16 décembre 1990, il devient le premier président démocratiquement élu avec 67% des voix. Pour le peuple, l'espoir est devenu réalité. Et les riches commencent à trembler. Les États-Unis ont choisi leur candidat, Marc Bazin, pour se présenter au présidentiel. Voilà qu'apparaît un petit gars maigrichon qui parle des droits des ouvriers et de l'éducation du peuple haïtien. Et parce qu'il était capable de rallier la population à lui, Aristide a remporté les élections après seulement 3 mois de campagne, malgré un grand nombre de candidats. Ceux qui faisaient le travail de sape étaient des supporters de longue date de l'ancien régime haïtien, particulièrement de l'ancien régime militaire, mais aussi de certains membres de l'élite.
Ils avaient également du soutien auprès du Congrès américain. Aristide représentait une menace pour eux parce qu'il était la voix des 85% des gens du pays que personne n'avait jamais écouté. Si une telle chose pouvait se passer en Haïti, elle pourrait également se passer en Colombie, elle s'est passée au Venezuela et elle pourrait se passer au Pérou et ainsi de suite. Et les États-Unis ne veulent pas de ce genre de démocratie populaire qui vont aller à l'encontre des intérêts économiques américains. En 1990, lorsque je suis devenu président, Haïti a connu ses premières élections démocratiques, libres et justes. 7 mois plus tard, un coup d'État s'est produit. En ce temps-là, Bush père était le président des États-Unis. Le coup d'État de 91 a été mené par l'armée haïtienne, dont certains cadres étaient formés par la CIA et à l'école d'infanterie de Fort Benning aux États-Unis. En 1994, le président Clinton remet Aristide à son poste. Un Aristide profondément changé selon certains de ses proches et auquel il ne restait plus qu'1 an avant la fin de son mandat légitime. Comme la Constitution lui interdit de briguer un 2e mandat consécutif, c'est un de ses proches, René Préval, qui remporte les élections suivantes. Haïti vit enfin une transition pacifique. Mais en l'an 2000, Aristide revient en force et remporte les élections haut la main dans un contexte confus. En 2004, il va être renversé pour la 2e fois. En 2004, un kidnapping a eu lieu. Ils m'ont enlevé. Cela s'appelle également un coup d'État. Et Bush, fils, est le président. Certains éléments peuvent être associés d'une certaine manière afin de comprendre pourquoi cela s'est passé 2 fois. Je pense qu'ils ont voulu continuer ce qu'ils avaient commencé en 91 avec le premier coup d'État. Hold on for a second, please. President Aristide resigned. He has left his country. The Constitution of Haiti is working. Une fois de plus, le monde regarde Haïti sombrer dans la violence et le chaos. Mais cette fois, les circonstances entourant le départ du président Aristide demeurent controversées. Being straight automatic gunfire, former military riding around in pickup trucks who apparently are not considered that the United States has put in place in Haiti tonight. Dans quelles conditions le président Aristide a-t-il quitté Haïti le matin du 29 février? On sait qu'il est parti dans un avion militaire américain et qu'il ne connaissait pas sa destination finale. Après plus de 20 heures de vol, l'avion a atterri en République centrafricaine, un pays avec lequel les États-Unis n'entretiennent aucun lien diplomatique. Un des conseillers d'Aristide raconte sa version des faits. Lorsqu'il a refusé de leur remettre sa lettre de démission, ils ont menacé de le faire descendre de l'avion et de l'abandonner seul à l'aéroport, sans aucune force de sécurité. C'était comme presser un revolver sur la tempe de quelqu'un. Ils ont utilisé l'intimidation, la coercition. Une fois qu'ils l'ont enlevé dans cet avion, ils ont refusé de lui dire où ils allaient. Ils refusaient même de le laisser regarder par les hublots. Les diplomates américains ont immédiatement nié la thèse de l'enlèvement. L'idée que quelqu'un ait été enlevé ne correspond absolument pas à tout ce que j'ai pu entendre ou voir, ou tout ce dont j'ai eu connaissance. Il n'a pas été enlevé. Nous ne l'avons pas physiquement forcé à monter dans l'avion. Il y est allé de lui-même, c'est la vérité. Les États-Unis ont présenté une lettre de démission rédigée en créole par Jean-Bertrand Aristide. Toutefois, devant le scepticisme de certains députés, des auditions sont organisées à Washington en mars 2004. Le but est d'enquêter sur la crise haïtienne, mais aussi sur le rôle joué par les États-Unis dans le mystérieux départ d'Aristide. Parmi les témoins, il y avait Timothy Carney, l'ancien ambassadeur américain en Haïti, et Orlando Marville, sénateur de la Barbade, qui a supervisé les élections haïtiennes pour l'Organisation des États américains.
Tous deux font aujourd'hui partie du Haiti Democracy Project, le plus puissant groupe de pression anti-Aristide à Washington. Permettez-moi de profiter de la présence des ambassadeurs qui se trouvent ici pour leur poser la question suivante. Lorsque l'expression coup d'État est utilisée en anglais, quelle est la signification américaine, la signification internationale de ce terme français, ambassadeur Carney? Je poserai également la question à l'ambassadeur Marville, mais puisque vous êtes tous deux des diplomates professionnels, que signifie cette expression? Un coup contre l'État, si vous voulez, c'est la prise du pouvoir par la force. Il existe d'innombrables manières de le faire. Il existe en fait un livre écrit au milieu des années 60 par Edward Luttwak. Ça me convient. Ambassadeur Marville. Je suis d'accord avec cette définition. C'est une prise de pouvoir par la force, mais c'est une vieille définition. Je pense qu'on se dirige vers plusieurs définitions. Prise de pouvoir par la subtilité, par la douceur, par la violence, etc. Partons d'un point de vue académique. D'après ce que le secrétaire Noriega a déclaré, qu'est-ce qui ne fait pas de cet événement un coup d'État tel que les ambassadeurs le définissent? Rebelle, force, peur, fuite. C'est le combat qui a lieu avec Chavez, c'était le combat avec Allende, c'était le combat avec Mendley en Jamaïque, et c'est le combat avec Aristide. Sauf qu'Haïti est un pays bien plus pauvre, où il est bien plus facile de renverser le gouvernement et d'organiser un coup d'État. Toutefois, la chute du petit prêtre des bidonvilles n'a pas affecté tout le monde en Haïti. Une grande partie des élites vit à Pétionville, protégée par des grilles verrouillées et des gardes armés. Le nouveau régime n'a pas ramené la sécurité et les bandes armées appelées chimères, ainsi que des éléments de la nouvelle police nationale et de l'ancienne armée, continuent les exactions. Lahaine et Curbon auraient souhaité une transition différente. La transition qu'on voulait par rapport à Aristide, c'était pas d'abord le départ d'Aristide comme tel. C'était une transition qui permettait de maîtriser la police qui était truffée de bandits introduits par Aristide, habillés même en policiers par Aristide, et des moyens pour juguler les gangs que Aristide appelait les bases de son parti. C'était ça le problème principal. Donc on en voulait à Aristide pour ça. Et donc, si on arrivait à contrôler cela, Aristide aurait pu rester au pouvoir. Mais Aristide n'a même pas compris cela. Claude Moïse, historien et éditeur du journal haïtien conservateur Le Matin, invoque des pressions internationales sur Aristide. Mais la communauté internationale voulait une solution négociée. Donc la solution pour être négociée, il fallait que ce fût avec les deux parties. Autrement dit, Aristide d'un côté et l'opposition de l'autre. Donc la communauté internationale a joué jusqu'au bout. Mais au moment où elle s'aperçoit qu'il n'y avait plus rien à faire et que la situation risque de basculer dans une anarchie totale, à ce moment-là, ils sont intervenus et ils ont dit à Aristide, il n'y a plus rien à faire, il faut que vous partiez. La controverse qui a vu le jour durant les élections législatives de mai 2000 en Haïti pose un nouveau défi au président Aristide. Ses adversaires accusent le parti Lavalas d'avoir volé 8 sièges au Sénat. Cela tombe mal pour Aristide. À quelques mois de l'élection présidentielle qui doit suivre, c'est une tâche dans le processus démocratique qui attire l'attention de la communauté internationale. Mais c'était sans compter avec l'espoir que l'ancien prêtre continue d'incarner pour la population de l'un des pays les plus démunis de la planète. Jean-Bertrand Aristide remporte la présidence avec une majorité encore plus confortable qu'en 90. Le conseiller d'Aristide accuse l'administration Bush d'être à l'origine de cette polémique. Ils ont réalisé, après l'élection de mai 2000, que le parti Lavalas allait être au pouvoir pour les 20 à 30 années à venir. Il ne s'agissait pas uniquement d'Aristide. Il ne s'agissait même pas principalement de lui. L'objectif était en fait la destruction du parti Lavalas, car il défendait les intérêts de la majorité de la population.
Lors des auditions du Congrès en 2004, le secrétaire Noriega a invoqué cette fraude pour remettre en cause la légitimité du second mandat d'Aristide. En avril 1997, les élections législatives frauduleuses une fois encore en mai 2000. Cette série de farces électorales... J'y étais, monsieur Noriega. Alors essayons de comprendre en quoi les élections étaient frauduleuses pour que le peuple américain puisse le comprendre lui aussi. Les élections elles-mêmes se sont relativement bien passées étant donné la situation en Haïti à l'époque. Le problème était de savoir si un deuxième tour aurait lieu pour 7 ou 8 sièges au Sénat. Est-ce juste, monsieur Noriega? Oui, c'est exact. Merci. Dès sa prise de pouvoir, le président Aristide a poussé 7 de ses 8 sénateurs à démissionner. Et il a envoyé une lettre aux observateurs internationaux déclarant qu'une nouvelle élection serait organisée. Dans cette lettre, le président Aristide indiquait tout d'abord « Je suis désormais en position de vous informer que les 7 sénateurs contestés ont démissionné ». La lettre demandait également au Conseil électoral d'établir rapidement la date de l'élection pour les sièges contestés. Mais l'opposition refuse de négocier. L'opposition savait pertinemment qu'elle ne pouvait pas gagner. Même avec des observateurs en provenance de toute la planète, elle ne pouvait pas gagner. Même en comptant, recomptant et recomptant chaque bulletin, elle ne pouvait pas gagner. L'unique manière de pouvoir vraiment se positionner et prendre le pouvoir était de fabriquer cette crise de toutes pièces. Ces 8 sièges contestés ont finalement servi à justifier un embargo à grande échelle d'Haïti, dont le but n'était en fait pas d'avoir une répercussion quelle qu'elle soit sur ces 8 sièges, mais de renverser le gouvernement Lavalas. Comme les nantis refusent de payer davantage d'impôts, le budget annuel se limite à 300 millions de dollars. Autant dire que sans aide venue de l'étranger, l'État ne parvient pas à remplir sa mission. Pourtant, au cours des 15 dernières années, le gouvernement américain a fait pression sur les institutions financières internationales pour limiter l'aide au président haïtien. Condamné à diriger son pays avec des ressources insuffisantes, Aristide dénonce un embargo qu'il rend responsable de la stagnation de son pays. Plus fort encore. Débloquer le pays. Pour malheureux aller souffle en bas grand goût, débloquer le pays. Pour qu'il y ait moins de chômage, plus de travail, débloquer le pays. Pour qu'il y ait élection et non coup d'État, débloquer le pays. En fait, l'embargo a marqué le début de la fin du régime démocratique en Haïti, parce qu'il était conçu par les États-Unis, avec le soutien du Canada et de la France, pour déstabiliser le gouvernement. What you saw as the Bush administration came in was a tightening noose around Haiti. Ce que l'on a pu constater, c'est que l'administration Bush a placé un nœud coulant autour d'Haïti sous la forme d'un embargo total. Un embargo suffisamment sévère pour priver Haïti du soutien qui lui aurait permis de se remettre sur pied. Lors des auditions du Congrès, Jeffrey Sachs, un économiste qui a travaillé en tant que conseiller dans les institutions financières internationales, a fourni un autre éclairage. Lorsque j'ai parlé au président Aristide en 2001, il a présenté une vision économique très intelligente et responsable. Il souhaitait travailler avec la Banque de développement interaméricaine, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. J'ai donc été particulièrement choqué à mon retour à Washington de découvrir que les États-Unis avaient imposé un gel sur toutes ces institutions. Combien de personnes savent que si vous n'avez pas ce type d'aide, vous n'avez pas d'argent pour les infrastructures, pas d'argent pour assainir l'eau, pas d'argent pour la police, pas d'argent pour les pompiers. Bien qu'on ait reproché à M. Aristide de ne rien faire contre la pauvreté, comprenez-vous à quel point il était étranglé par le manque d'aide, bilatérale ou autre? Combien de personnes comprennent cela? En tant qu'économiste, permettez-moi de vous dire que c'est même pire que cela, car ils lui ont asséché ses réserves de devises étrangères. Alors qu'il continuait à s'acquitter de ses dettes auprès des institutions internationales, le taux de change a dégringolé, l'inflation a augmenté et l'économie s'est effondrée. Et tout cela est le résultat délibéré de la limitation de l'aide. James Dobbins, ancien collaborateur des administrations Clinton et Bush,
et aujourd'hui consultant pour la firme Rand, est du même avis que Jeffrey Sachs. Je pense que la décision de couper l'aide à Haïti en 2000, décision qui n'était d'ailleurs pas uniquement américaine, mais soutenue également par l'Europe, est directement responsable de la désintégration des institutions haïtiennes et de la faiblesse d'un État qui allait permettre à 200 criminels armés de renverser le gouvernement. Mais ce n'est pas entièrement la faute de l'administration Bush. La décision avait été prise à l'origine par l'administration Clinton et elle a été poursuivie par l'administration actuelle. Le problème est que si vous ne fournissez pas les fonds, vous devez fournir des soldats. Il n'existe pas d'alternative en Haïti. Le pays est trop faible pour que vous l'isoliez et lui coupiez l'aide à moins d'être préparé à suivre avec une intervention militaire. Dans ce contexte de crise chronique, le président Aristide est de plus en plus contesté. Les exactions des bandes armées de jeunes désœuvrés appelés chimères lui sont attribuées. D'autres évoquent la paranoïa d'un président qui se couperait peu à peu du petit peuple qu'il avait élu. Toujours est-il qu'en automne 2003, un groupe de rebelles prend le contrôle de la ville des Gonaïves, située au nord d'Haïti, et menace peu à peu la capitale, Port-au-Prince. Les bandits qui étaient revenus d'exil et avaient pris les Gonaïves puis Cap-Haïtien étaient messieurs Guy Philippe, Louis Jodel Chamblin et Jean Tatoun. Nous n'avons pas eu l'impression qu'ils tombaient du ciel, mais qu'ils étaient organisés, qu'ils étaient venus en coopération avec l'opposition. Nous avons eu l'impression que les États-Unis, le Canada et la France étaient au courant et qu'ils avaient utilisé ces tueurs pour préparer le coup d'État. Louis Jodel Chamblin a été inculpé de meurtre à 2 reprises. Guy Philippe, le chef des rebelles, avait des liens avec le Pentagone. Il a été impliqué dans de nombreuses infractions aux droits de l'homme. Quant au conseiller d'Aristide, il accuse les États-Unis d'avoir créé la confusion. Nous avons par exemple la preuve que ces rebelles étaient armés de M16 que les Américains avaient donné aux militaires dominicains 1 an auparavant lors d'une opération spéciale. Je peux dire que Jean-Claude Duvalier a volé des centaines de millions de dollars. Je peux dire que le gouvernement actuel a donné des armes aux civils pour qu'ils commettent des infractions aux droits de l'homme, car j'ai les documents qui le prouvent. Mais ce type d'accusation est continuellement utilisé contre Aristide, et chaque fois sans preuve. C'est très frustrant que ce genre d'allégations fasse surface et que les gens les acceptent sans même exiger le minimum de preuves que l'on demanderait dans n'importe quel autre contexte. Avec Aristide, il y avait de l'aide. Il était bon pour les pauvres. Je sais que des gens écoutent ce que je vous dis, mais je m'en fous. Je suis prêt à aller à la morgue. Je préfère dormir à la morgue qu'ici sur le sol. Qui a fait kidnapper? Tu as fait kidnapper? Oui. Ah, nous ne connaissons pas. C'est pour eux. Ah bah ici ça. Nous besoin pour nous. Oui, pour nous. Ah bah ici ça va avec toute l'école là, c'est pas là. Pas payer uniforme, pas payer cahier, pas payer livre. Ni Pour ses adversaires, le petit prêtre du peuple s'est peu à peu détourné de sa doctrine initiale pour devenir un dictateur presque ordinaire. Pour ses partisans, le président déchu a souffert de l'embargo imposé à son pays, mais Jean-Bertrand Aristide préfère tirer lui-même le bilan de son action. Mon prédécesseur avait un embargo économique imposé sur le pays et j'en ai hérité. Le gouvernement américain a été le premier à le renforcer et cela a empêché mon gouvernement d'obtenir les crédits nécessaires pour mettre en place les programmes sociaux. Malgré cela, nous sommes parvenus à faire davantage que ce que le régime des Duvalier a fait en 30 ans et ce que les autres ont fait avant eux. Durant 190 ans, il y avait seulement 34 écoles secondaires. Lors de mes mandats, nous avons passé de 34 à 138 écoles secondaires. Ce n'était pas normal qu'après 200 ans d'indépendance, nous ayons uniquement 1,5 médecin pour 11 000 habitants. Malgré l'embargo économique, nous avons investi dans la construction d'une université.
Nous y avions déjà une école de médecine, avec 234 étudiants. Et malheureusement, ils ont dû partir lorsqu'on m'a enlevé, ou que le coup d'État a eu lieu en février dernier. Nous avons confiance en l'être humain. Nous investissons dans l'être humain. Si vous vous demandez quel est le futur d'Aristide, vous vous demandez par la même occasion quel est le futur d'Haïti. Vous savez, ce n'est pas facile d'effacer la mémoire des gens. Et ceux que je rencontre, les patients, les paysans des collines, tous sont très attachés à cet homme. Ils ne vont pas l'oublier. L'ascension d'Aristide n'a rien à voir avec la gloire instantanée d'un acteur. Son ascension était la manifestation de la volonté du petit peuple, d'un désir que le peuple avait, d'une chance qu'il a saisie, d'un risque qu'il a pris. Et le véritable perdant dans cette affaire est le peuple.